Quand on veut, on peut. C'est une idée extrêmement répandue dans la culture, les médias ou la politique. La France est et doit être un pays méritocratique, un pays où l'on réussit par la force de son mérite. C'est toute la République, le mérite. La République, c'est quoi? C'est l'histoire du petit garçon qui n'a rien et qui peut devenir un président de la République. Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit. Est-ce que ça peut être une piste aujourd'hui en France, de payer les fonctionnaires au mérite? Moi, j'y suis tout à fait favorable. Moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser. La méritocratie, telle qu'on la conçoit, est très importante à analyser car elle sous-tend une grande partie du débat politique et médiatique. C'est bien parce que bon nombre de gens pensent qu'il y a une certaine justice en France, que si l'on possède quelque chose, c'est parce qu'on le mérite, qu'autant de personnes déplorent dans les médias un soi-disant problème avec la réussite, notamment avec les très riches. Et oui, selon eux, s'ils sont fortunés, s'ils ont une grosse carrière, c'est qu'ils l'ont mérité. Alors quand ils sont critiqués, ils prennent ça pour de la jalousie. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'aime pas la réussite et le succès. Donc vous Pourquoi? trouvez que les Français ont un problème avec ça? Avec la réussite ou avec l'argent? Avec la jalousie. Avec la jalousie, vous vous dites quoi? Ouais, pareil, la jalousie. Vous êtes d'accord, Christine? Vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques dans tous les sens. Cet argument, régulièrement avancé par les plus privilégiés, le « quand on veut, on peut », sert surtout à légitimer l'existence du système en place. C'est pour cette raison que je voulais terminer l'année avec cette vidéo un peu spéciale mêlant philosophie, économie et politique. La méritocratie existe-t-elle vraiment? En d'autres termes, partons-nous réellement avec les mêmes chances dans la vie? L'effort est-il récompensé socialement et économiquement en France? Est-il même souhaitable que le talent et le travail soient récompensés? Ne faudrait-il pas remplacer l'adage « quand on veut, on peut » par « quand on peut, on veut » ? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette nouvelle émission pour Blast. Commençons par définir le mot méritocratie qui va être au cœur de toute cette émission. Le mot vient du latin mereo, le mérite, et kratos, l'État, le pouvoir. La méritocratie établit donc un lien direct entre mérite et pouvoir. On pourrait dire que c'est d'accéder au pouvoir par le mérite. Deux petites souris tombent dans un seau plein de crème. La première souris abandonne très vite la lutte et se noie. La deuxième souris ne renonce pas. Elle se débat tant et tant qu'elle finit par transformer la crème en beurre. Et elle sort du seau. Messieurs, à partir de cet instant, je suis la deuxième souris. La méritocratie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un idéal d'organisation sociale qui tend à promouvoir les individus en fonction de leur mérite, c'est-à-dire de leur aptitude, de leur travail, des efforts qu'ils fournissent, de leurs compétences ou encore de leur intelligence. Bref, l'idée, c'est qu'on obtient une réussite sociale dans une société donnée parce qu'on l'a méritée, que c'est le mode de fonctionnement de cette société, et donc qu'on est dans une méritocratie. Cette notion de mérite a pris de la place pendant la Révolution française, en opposition à la noblesse d'État, au système monarchique, ouvertement basé sur l'héritage familial. Voltaire écrit d'ailleurs en 1770 « L'esprit de l'homme ne peut imaginer un meilleur gouvernement que celui où tous les pouvoirs sont entre les mains d'une bureaucratie dont les membres ont été admis après de très difficiles examens. » Il affirme que cela récompense la vertu et encourage le mérite. Il met en avant une notion de sélection par la compétence et la vertu qui préexiste aux Lumières et naît en réalité avec les prémices de l'État moderne, comme l'explique Annabelle Allouche. Richelieu parle déjà de la nécessité de choisir ses élites politico-administratives, sur la base des capacités et sur la base d'un concours. Ce principe de justice fondé sur le mérite naît bien avant et naît en fait de la construction des États modernes qui, pour se développer, nécessitent en fait de sélectionner ou de choisir plutôt exactement, pour prendre un terme plus précis, ces fonctionnaires sur la base des capacités et non seulement plus sur les origines. Bref, si on simplifie carrément, l'idée c'est qu'on ne crée pas un État efficace seulement avec des gens qui ont hérité, mais aussi qui ont mérité. Et ça change la donne. Mais ce qui va être nouveau avec les Lumières, c'est qu'on introduit la notion de justice, si fondamentale aujourd'hui.
On ne récompense pas les citoyens au mérite simplement parce que c'est plus pratique, mais aussi parce que c'est plus juste. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigé le 26 août 1789, place le mérite au cœur de l'organisation sociale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Dans la foulée, en 1794, se créent plusieurs grandes écoles, comme le Conservatoire national des arts et métiers, l'École normale ou l'École polytechnique, pour le recrutement par concours sur la base des mérites individuels, afin d'être conforme à l'idéal républicain. On y est. C'est ça la base de tous les discours qu'on nous sort aujourd'hui, l'idéal républicain. Et cet idéal, il est en grande partie fondé sur un système scolaire se voulant méritocratique, et c'est fondamental de connaître sa genèse pour comprendre à quel point nos inconscients et notre système en sont imprégnés. Parce que l'école en France, c'est au fondement de cette perception ultra répandue selon laquelle on peut faire tout ce qu'on veut, car l'école c'est gratuit et c'est notre socle commun. Les discours des ministres de l'Éducation nationale en sont d'ailleurs régulièrement empreints. C'est ce fameux rôle d'école républicaine méritocratique que met par exemple en avant le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, lorsque Jean-Michel Blanquer lui passe le flambeau. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier. L'école, ce pilier. Car non seulement l'école est accessible à tous, mais beaucoup de corps de métier sont accessibles par le concours des fameuses grandes écoles. En France, le recrutement par concours dans la fonction publique et les grandes écoles, qui naîtront après la Révolution, s'inscrivent dans cette idée de faire du pays une méritocratie. D'ailleurs, après la Révolution, l'Empire napoléonien se base même quasi totalement sur cette notion, et c'est un bouleversement. La nouvelle noblesse impériale compte à l'époque essentiellement des parvenus dans ses rangs, c'est-à-dire des pauvres qui sont devenus maréchaux, princes, ducs et même rois de pays étrangers. Et au fil des transformations politiques, on arrivera à la Troisième République, où Jules Ferry, entre autres, mettra en place une école publique obligatoire avec de gros moyens, créée pour donner les mêmes chances à tous. À partir de là, le système scolaire met donc tous les enfants sur la même ligne de départ, en théorie. C'est à ce moment que l'égalité des chances devient officiellement l'un des principes fondateurs de l'école républicaine. Tous les enfants se voient proposer les mêmes opportunités, quelles que soient leurs origines sociales. Selon le sociologue Paul Pascali, dans son livre « Héritocratie », la Troisième République a permis d'indéniables progrès pour les enfants du peuple par rapport à tous les régimes qui l'ont précédé. Mais attention, n'en faisons pas une période idéalisée, car déjà, à l'époque, si cette idéologie méritocratique est puissante, elle ne se traduit pas dans la réalité. Elle ne constitue en rien un âge d'or méritocratique. Pour l'immense majorité d'entre eux, les études commençaient à 6 ans et cessaient vers 12 ou 13 ans, sanctionnées par un diplôme. Quelques rares miraculés, 1% d'une génération en moyenne, poussaient encore 4 ans jusqu'au brevet pour devenir instituteur, contremaître ou employé de bureau. L'école du peuple, pilier de l'imaginaire républicain, avait beau être gratuite et obligatoire, elle restait bien à distance des lycées et collèges, fréquentés quasi exclusivement par les enfants de la bourgeoisie de 6 à 18 ans, entièrement payants jusqu'aux années 1930. Et c'est tout l'objet de cette émission. On ne va pas y aller par 4 chemins. La méritocratie n'a jamais existé. Nous ne nous en sommes même jamais approchés. Si Pascal Pascali explique qu'il y a eu dans l'histoire des formes d'émancipation collective par l'école et la culture, il explique qu'il s'agit plutôt de rompre avec les illusions mémorielles qui piègent les débats. L'idée d'un autrefois glorieux ou plus chanceux revient à évacuer l'histoire des luttes qui, tout au long du XXe siècle, ont dénoncé sans cesse les faux semblants de l'élitisme républicain. Sa conclusion est claire, il n'y a jamais eu d'âge d'or de la méritocratie. D'accord, pour les classes populaires, la reproduction sociale tend à diminuer sur le long terme. Et aujourd'hui encore, elle demeure la règle. Depuis la Troisième République, nous n'avons pas réussi à mettre en place une méritocratie. Cette idée selon laquelle l'école corrigerait les inégalités pour mettre tout le monde sur la ligne de départ est encore fausse aujourd'hui, comme le montrait avec pédagogie cette petite émission d'Alternative économique. On peut reprocher à notre école de maintenir les inégalités en apportant davantage à ceux qui ont déjà beaucoup. Le milieu social a un fort impact sur l'orientation. À note égale, un élève issu de milieux défavorisés a 2 fois moins de probabilité d'accéder à une seconde générale ou technologique qu'un élève issu d'un environnement favorisé. Depuis les années 60, le nombre d'étudiants a été multiplié par 8. Les sociologues appellent cette explosion d'étudiants la massification scolaire.
Non seulement les jeunes font plus d'études, mais il n'est plus forcément nécessaire de venir d'un milieu privilégié pour y accéder. Et là, attention, je vais donner pas mal de chiffres, mais ils sont indispensables pour comprendre. En 2014-2015, un peu plus d'un quart des personnes âgées de 25 à 44 ans, dont les parents sont peu ou pas diplômés, détenaient un diplôme de l'enseignement supérieur, ce qui était impensable avant. C'est souvent sur ces chiffres que s'appuient les grands défenseurs d'un supposé système méritocratique, mais ils oublient bien souvent d'autres données. Si la massification est réussie, les inégalités, elles, perdurent, notamment dans les choix des filières et la durée des études. Les enfants d'origine défavorisée ont moitié moins de chances d'entrer en seconde générale et technologique, puisqu'ils sont 42% à y rentrer, que ceux dont l'origine sociale est plus favorable, ils sont 85% à y rentrer. Les sociologues Yael Anselem-Mingui et Laurent Lardeux l'expliquent dans le livre « Génération désenchantée ». Avoir des parents exerçant une profession libérale, intellectuelle ou scientifique prédispose à faire des études plus longues. 70% d'entre eux étudient ainsi jusqu'à leurs 21 ans. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est enfant d'agriculteur, puisque seulement 23% d'entre eux étudient jusqu'à leurs 21 ans, ou d'ouvriers non qualifiés, seulement 24%. Cette tendance inégalitaire s'accentue dans l'accès aux filières sélectives. Moins d'un jeune sur 10 issu des 70% des ménages les moins aisés entre en master. À l'opposé, ils sont plus d'un tiers à venir des 10% les ménages les plus riches. L'écart est colossal. En une décennie, les inégalités à l'école se sont considérablement aggravées en France selon le classement de l'OCDE, alors que notre pays était déjà le plus mauvais élève du fait de la forte corrélation entre origine sociale et résultats scolaires. En France, plus qu'ailleurs, l'origine sociale détermine les résultats scolaires. C'est-à-dire que l'école ne parvient pas à réduire les inégalités, elle a plutôt tendance à les amplifier par rapport à d'autres pays. Et les pays qui ont les meilleures performances moyennes sont aussi souvent des pays qui ont plutôt moins d'inégalités, comme les pays du nord de l'Europe. Une tendance confirmée par le rapport du CNESCO sur les inégalités scolaires réalisé en 2016. Les auteurs y expliquent que non seulement l'école hérite d'inégalités familiales, mais qu'elle les amplifie, favorisant un effet boule de neige entre inégalités de résultats, d'orientation, de diplôme et d'accès à l'emploi après le diplôme. À l'arrivée, seuls 18% des élèves issus des familles les plus défavorisées ont un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 68% pour les enfants de cadres. N'en jetez plus, tous les chiffres montrent que les mécanismes de reproduction sociale en France, aujourd'hui, sont extrêmement puissants. Alors pourquoi de telles inégalités ? Eh bien car l'école ne corrige pas tout. Le célèbre sociologue Pierre Bourdieu le montrait déjà dès les années 60, les individus sont dotés d'un capital économique, social et culturel qui pèse tout au long de leur vie. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital, qui est ce que j'appelle le capital culturel. Ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Aujourd'hui, l'héritage familial pèse encore très lourd. Il pèse même plus lourd qu'avant, par certains aspects. On peut prendre les chiffres d'intégration des grandes écoles, notamment de Polytechnique par exemple. En 1950, 3% des reçus étaient enfants d'ouvriers. Aujourd'hui, ils sont 1%, alors que les ouvriers représentent près de 20% de la population. À l'inverse, en 1950, 50% des reçus étaient des enfants de cadres. Aujourd'hui, ils sont 80%, alors qu'ils représentent moins de 20% de la population globale. Dans ces milieux favorisés, culturellement favorisés, on a les moyens, les clés pour produire le bon élève. Ils sont accompagnés dans toutes leurs activités. On limite aussi bien aux États-Unis qu'en France, dans ces milieux-là, le temps passé devant les écrans. On oriente les choix culturels. Ils voyagent. On développe des talents qui ne sont pas que les talents scolaires, mais les talents extrascolaires, sportifs, créativité, etc. Ensuite se pose la question des territoires, qui pèsent là aussi très lourd. Quand on vit dans un territoire isolé, on a moins accès à l'information et on peut plus difficilement partir de chez soi pour aller étudier dans les grandes villes. Le système français, il est extraordinairement complexe, notamment ce système des filières sélectives, et qui ont tendance à être très concentrés du point de vue territorial, ce qui fait que beaucoup de familles, d'élèves ne sont même pas au courant de l'existence de certaines de ces filières. Dans les 3 plus grandes écoles, Polytechnique, l'École normale supérieure et HEC, on a 25% des élèves qui ont fait leur lycée à Paris, pas leur classe préparatoire, leur lycée. Les bacheliers parisiens, c'est 3% des bacheliers. On n'explique pas ça par l'écart de niveau ou à peine. Ça, c'est un facteur important, il me semble.
Mais ça ne s'arrête pas à l'école. Et là encore, compliqué de continuer à défendre cette idée de méritocratie, car les inégalités de départ ne pèsent pas seulement sur le cursus scolaire, ça continue dans la vie active. Le niveau de vie en sortie d'études est fortement corrélé avec la profession des parents. Les enfants des ouvriers non qualifiés sont surreprésentés parmi ceux qui touchent moins de 1 000 € par mois. Ils en représentent 27%, alors qu'ils ne constituent que 16% de la population totale. À l'inverse, les enfants de cadres supérieurs sont largement majoritaires au sein de ceux qui sont le plus payés. Ils représentent 47% de ceux qui touchent plus de 5 500 €, alors qu'ils ne constituent que 13% de l'ensemble de la population. Et ce n'est pas prêt de s'arranger, car les politiques actuelles de l'éducation ne tendent certainement pas à gommer les inégalités de départ. Les conditions d'enseignement se dégradent dans le primaire, le secondaire et aussi dans le supérieur, pour le plus grand bonheur du secteur privé. Pour la première fois en septembre 2022, on a dépassé la barrière symbolique des 3 millions d'étudiants. Les établissements qui les accueillent représentent désormais 25% des établissements d'enseignement supérieur. Une hausse spectaculaire de 10% par an contre 0,4% de hausse dans les universités publiques. Et qui peut se payer ces établissements d'enseignement supérieur privés ? Eh bien, principalement ceux issus de milieux privilégiés, qui n'ont donc pas mérité, mais hérité, puisqu'il faut débourser entre 7 000 et 12 000 € en frais de scolarité par an dans le privé, contre 170 € par an à l'université. Rajoutez à cela le poids des cours particuliers, dont le business augmente, là aussi, chaque année, et qui sont payés, surprise, principalement par les parents les plus privilégiés. Et pour terminer, même dans le cas où on a réussi à devenir ce qu'on pourrait appeler un transclasse, c'est-à-dire quelqu'un qui a surpassé les déterminismes sociaux et qui a réussi à obtenir une profession bien rémunérée, eh bien ce n'est toujours pas assez pour réussir à obtenir un niveau de vie en fonction du mérite, car jusqu'à la fin de votre vie, ce déterminisme social nous suit. Pour ça, on va parler immobilier et patrimoine. Le logement en France est massivement détenu par les plus âgés d'entre nous. Pourquoi ? Car ils ont investi dans un contexte favorable et les plus de 50 ans, qui ont pu investir avec facilité entre 1970 et les années 2000, s'enrichissent depuis grâce au boom immobilier historique, et ce, au détriment de tous les autres, notamment les plus jeunes. Je vous l'expliquais dans cette vidéo sur la crise du logement, vouloir accéder à la propriété sans héritage aujourd'hui, c'est comme arriver à une partie de Monopoly au 10e tour. Même un travail qui rapporte, finalement, ça suffit plus pour s'acheter un bien immobilier dans Paris ou dans les grandes agglomérations françaises. Et le travail ne suffit clairement pas pour rattraper cette inégalité majeure. La dynamique est claire, plus le temps passe, plus la part de richesse que l'on détient a été héritée et non méritée. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique qui assure que la France est une société d'héritiers, car la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente 60% contre 35% au début des années 70. Là encore, je vous renvoie à cette vidéo sur Blast que j'avais réalisée et où on détaillait les mécaniques de reproduction du patrimoine via l'héritage. On vit dans un monde qui se caractérise par une très grande prospérité des patrimoines. Quand on regarde par exemple la France, la valeur des patrimoines privés représente l'équivalent de 5 à 6 années, ou même presque 7 années en France, 7 ans de revenu national. Et là encore, la dynamique est terrifiante. Si la génération de mes parents ne jouissait déjà pas de la méritocratie, comme on l'a montré dans ce début d'émission, la force de la reproduction sociale augmente à une vitesse affolante. Chaque année qui passe en France, le patrimoine pèse un peu plus lourd. Bref, résultat, selon l'OCDE, il faut en moyenne 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et la richesse n'est clairement pas répartie en fonction de l'intelligence, par exemple, comme le montre l'excellent Monté de la chaîne Linguisticae. Si le mérite existait et si l'on vivait en démocratie, on aurait une redistribution de la richesse typiquement similaire à celle que l'on peut trouver sur la redistribution des résultats de tests de QI ou encore des heures passées au boulot, en courbe de Gauss donc. Or, la répartition de la richesse dans un pays ne répond pas à cette courbe. Et il se trouve qu'on n'a pas non plus de corrélation entre le fait d'être dans les plus riches et les plus talentueux, l'un n'impliquant pas l'autre. Et pourtant, dans les figures intellectuelles et populaires, les récits de transclasse ou transfuge de classe rencontrent un franc succès. Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à $2000 et une putain de montre en or qui m'a coûté $40 000. Il faut dire que l'histoire est séduisante.
Issus de milieux très modestes, alors que rien ne les prédestinait à ça, quelques individus connaissent des destinées extraordinaires. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. La sociologue Chantal Jacquet a étudié ces cas spécifiques dans un livre intitulé « Les transclasses ou la non-reproduction ». On peut prendre l'exemple de 2 prix Nobel de la littérature, comme Albert Camus, issu d'une famille d'analphabètes, propulsé par son maître d'école, et d'Annie Arnaud, fille d'épicier. Ou encore, plus récemment, de l'écrivain Édouard Louis, issu d'un milieu ouvrier et dont le père a connu de longues périodes de chômage. Ces personnages sont importants, car les quelques personnes qui passent à travers les mailles du filet servent d'alibi pour entretenir le mythe selon lequel nous vivons dans une société méritocratique. Alors qu'est-ce qui a fait la différence ? On présuppose que c'est la volonté. Ces individus auraient la rage de s'en sortir, de s'extraire de leurs conditions. Pour la sociologue, c'est un leurre. La volonté, c'est un mot, mais c'est un mot qui sert à masquer très souvent l'ignorance de ce qui permet un changement de classe, puisque quand on dit quand on veut, on peut, eh bien on se donne d'avance un principe explicatif, parce que pour vouloir, il faut vouloir quelque chose, et il faut bien que ce quelque chose ait émergé, qu'il y ait d'autres modèles sous les yeux, et je ne dirais pas quand on veut, on peut, je dirais plutôt quand on peut, on veut. Édouard Louis, figure notoire de ce changement de classe, refuse d'ailleurs lui-même de servir de caution à cette idéologie. Il le rappelle, il n'a pas eu plus de volonté que les autres. Il a simplement été rejeté par son milieu à cause de son homosexualité et a donc dû composer avec ces nouvelles données. On peut avoir parfois l'impression que le transfuge de classe, celui qui fuit son milieu, celui qui veut se réinventer, c'est quelqu'un comme ça qui a toujours été pris de liberté, qui a voulu autre chose, etc. Moi, j'ai voulu montrer au contraire que cette trajectoire, à un moment donné, elle a été vécue comme par défaut, que j'ai été jeté, qu'avant de renier mon milieu, c'est mon milieu qui m'a renié. C'est mon milieu. Ce qui est incroyable, vous dites, je voulais pas fuir. J'aurais tout donné pour ne pas fuir et pour correspondre aux attentes, pour être masculin, pour jouer au foot, pour aimer les filles. Une autre chimère moderne de la méritocratie est la fable de l'entrepreneur, celui qui partirait de rien, prendrait des risques et construirait un business lucratif avant de devenir milliardaire. Je crois beaucoup au fait que dans la vie, le meilleur moyen de changer les choses profondément, c'est de montrer profondément l'exemple du fait que c'est possible et d'être vraiment aligné avec le fait que c'est possible. C'est la figure de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg et autres Jeff Bezos qui inondent nos imaginaires et ne cessent de répéter qu'ils ont travaillé pour en arriver là. Un mythe que démonte Anthony Galuzzo, que l'on avait reçu sur le plateau de Blast, qui démontre que ces entrepreneurs stars ont souvent bénéficié d'un milieu favorable et d'un facteur chance pour réussir. Il y a une dimension légitimatrice. C'est-à-dire, vous avez là, en fait, une élite économique qui concentre tout un ensemble de ressources, de capitaux, de finances, et donc de pouvoir politique, puisque quand vous avez une capacité d'investissement gigantesque, vous pesez sur la marge du monde, très concrètement. En fait, à partir de là, vous légitimez donc un ordre social, et pour le légitimer, vous expliquez en quoi il est juste. Et pourquoi on est dans un ordre juste ? Parce qu'on est sur une espèce de démocratie par le marché, où toute inégalité est fondamentalement juste, puisqu'elle s'explique par les actions de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'égalité fondamentale où on est tous acteurs sur le marché, on peut tous entreprendre, on peut tous essayer de trouver des idées, essayer de s'améliorer, tout ce qui est développement personnel, etc. Et en tant que tel, certes, on n'est pas responsable de là où on est né, mais d'après cette conception des choses, on est responsable de là où on est allé et là où on a fini en quelque sorte. Et c'est bien la question que soulève cette omniprésence de la méritocratie dans les récits. Pourquoi sommes-nous si attachés à cette idée ? Qui a intérêt à ce qu'elle perdure ? En avril dernier, j'ai donné une interview pour le média Welcome to the Jungle, où je réfutais la notion de méritocratie. Clairement, la méritocratie est un mythe. Aujourd'hui, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'il vaut mieux hériter que mériter. C'est sûrement l'une des analyses qui m'a valu le plus de haine en ligne, de messages agressifs et d'insultes. Parce que remettre en cause la notion de mérite a quelque chose de dérangeant, voire de vertigineux. Nous sommes biberonnés au mérite. Remettre ça en cause, c'est remettre en cause sa propre réussite, celle de nos proches. C'est remettre en cause la légitimité du système dans lequel on évolue, et c'est prendre le risque de tomber dans un relativisme absolu. Et il me semble que c'est ça qui participe à créer des réactions aussi violentes. Malgré tout ce que l'on vient d'exposer, notre société continue à nous promettre une réussite basée sur le talent, le travail, l'intelligence, la persévérance. Ça transpire à la télévision, avec les innombrables émissions comme La France a un incroyable talent. 14 juillet, patrouille de France. Tous
les talk-shows de chant, de danse qui visent à dresser des exemples de parcours méritocratiques, sans parler des figures des youtubeurs ou autres streamers, stars des jeunes, qui mettent là encore en avant une dimension méritocratique. S'ils en sont arrivés là, c'est avant tout parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils le méritent. S'ils ont indéniablement travaillé, ce récit, probablement sincère, vide leur parcours de sa substance politique et participe à faire perdurer le mythe méritocratique. Donc la notion de mérite, c'est une notion qui est une sorte de dénomination extérieure que l'on va projeter sur les individus pour considérer au fond qu'ils sont responsables de leur destin, ce qui est tout à fait commode d'un point de vue politique, puisque on pourra ainsi rendre chacun responsable de son sort. Et cette idée, disons-le, est bien pratique à brandir pour les plus privilégiés. D'un point de vue conceptuel et moral, la méritocratie est présentée comme l'opposé de systèmes tels que l'aristocratie héréditaire, dans laquelle la position sociale d'un individu est déterminée par la loterie de la naissance. Dans un monde méritocratique, la richesse et les avantages constituent une rémunération de l'effort et non une aubaine provenant d'événements extérieurs. Et devinez qui sont les plus prompts à défendre ce mythe, les plus privilégiés, indéniablement. On ne réussit pas l'X, on ne réussit pas l'ENS, l'école normale supérieure, sans avoir beaucoup travaillé. Mais on ne peut pas attribuer les chiffres éloquents, par exemple que 64% des gens qui sont dans les grandes écoles sont en fait issus des classes favorisées, au seul mérite. Le problème, c'est que ça peut créer des élites qui ont le sentiment de ne rien avoir à redistribuer, puisque tout vient de leur mérite et non pas effectivement des chances que la République leur a aussi données. Alors si la méritocratie n'existe pas au sens de système politique fondé sur le mérite, pourquoi nombre de dirigeants, de responsables politiques, de journalistes ou d'intellectuels continuent-ils à nous sortir ce concept à toutes les sauces ? Eh bien car le mythe de la méritocratie a une utilité politique majeure. C'est ce qui sert à faire accepter à la majorité un système économique et social profondément injuste. En bref, ça sert à justifier la position des vainqueurs auprès des vaincus. Il y a quelques années, François Bégodeau faisait sensation sur le plateau de C'est à vous en soulignant le rapport de force qui se cache derrière le discours méritocratique. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Je pense que la virulence avec laquelle il se défend d'être un héritier vaut aveu, bien sûr, du fait qu'il l'est. Simplement, il est un sociologue pas assez fin, Macron. C'est-à-dire qu'il pense que l'héritage, c'est simplement la transmission directe d'un patrimoine. Non, on sait bien, depuis Bourdieu et depuis tout un tas d'autres sociologues, et quiconque d'ailleurs observe la société s'en rendra compte aussi, qu'il y a des courroies d'héritage beaucoup plus subtiles. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Voilà pourquoi il est si important de comprendre et de déconstruire le discours méritocratique. C'est avant tout un obstacle au changement. Dans son livre « La tyrannie du mérite », le professeur de philosophie politique à Harvard, Michael Sandel conclut la conviction méritocratique, selon laquelle les individus méritent les récompenses que le marché alloue à leur talent, fait de la solidarité un projet presque impossible. Et si on pousse le concept jusqu'au bout, même si la méritocratie existait vraiment, à quoi ressemblerait-elle exactement ? Si on prend la définition à la base, si on imagine un monde où les inégalités seraient corrigées, voudrions-nous vraiment que notre société fonctionne ainsi, en récompensant ceux qui auraient un supposé talent, une force de travail supérieure ? Même si l'idée de talent a été formidablement déconstruite par la neuroscientifique Sama Karaki, que l'on avait reçue ici, même s'il existait, est-ce qu'il serait vraiment juste de vouloir récompenser les individus en fonction de prétendus dons naturels ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt créer une société solidaire par principe, quelles que soient vos aptitudes ? C'est pour cette raison que le sociologue Pierre-Michel Manger donne cette définition de la méritocratie avec laquelle j'aimerais conclure cette émission. La méritocratie est donc un système social problématique qui reproduit, légitime et naturalise l'inégalité parce que ce système postule que les personnes douées et peu soucieuses d'autrui méritent un statut social, un niveau d'éducation, une profession et un revenu plus élevé, en vertu de dons naturels. Bref, vous l'aurez compris, cette fameuse phrase « quand on veut, on peut », c'est surtout une phrase prononcée par des gens qui peuvent. La société française est profondément reproductrice d'inégalités sociales. Et si nous ne sommes bien évidemment pas au même niveau de reproduction que celui qui opérait pendant l'Ancien Régime, par exemple, grâce notamment aux acquis sociaux, nous ne sommes pas à l'abri de doucement y revenir. Les plus ardents défenseurs de la méritocratie, du mérite, sont souvent ceux qui ont davantage hérité que mérité, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Prendre conscience de ces inégalités, de ces injustices, nous semblait indispensable pour deux raisons.
Premièrement, car c'est faire justice à ceux qui ne peuvent pas, que de ne pas leur laisser porter toute la responsabilité de leur échec sur leurs épaules. Affirmer qu'on vit dans une société méritocratique a finalement quelque chose de très cruel. Car si on part du principe que ceux qui ont tout méritent ce qu'ils ont, c'est aussi partir du principe que ceux qui ont peu ou pas, que ceux qui sont privés d'accès à des choses aussi fondamentales que de la nourriture ou le logement, le méritent aussi. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Deuxièmement, il est fondamental de comprendre la force de ces inégalités pour mieux les corriger, tout simplement. Puisque la question de la reproduction des inégalités sociales n'est pas à l'ordre du jour, on peut se permettre d'avoir une rentrée politique concernant l'éducation focalisée autour de l'abaya et non de la correction des inégalités. Puisque la majeure partie des gens ne sont pas conscients des dynamiques à l'œuvre concernant l'héritage, on peut continuer à avoir une politique de la taxation permettant à une partie de la population de partir dans la vie avec des millions et d'autres avec rien du tout, avec une redistribution finalement très faible. C'est parce que nous ne nous saisissons pas de ces chiffres, de la sociologie, que la solidarité se délite, que les injustices augmentent, que les inégalités se creusent. Et lorsqu'on comprend qu'il vaut mieux hériter que mériter, alors peut-être les discours de certains responsables politiques prennent une toute autre couleur. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la dernière de l'année, elle était vraiment importante pour moi, donc n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en avez pensé, à la montrer à vos proches, à Noël, car oui, pourquoi pas regarder des vidéos de Blast en mangeant de la bûche en famille finalement. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr, et moi je vous dis à l'année prochaine.